Alors, bonjour, chers amis, Jean-Marc Sabot. Avant de commencer, je vous prie de liker, partager, abonnez-vous à mes réseaux sociaux. Alors, si je vous reviens aujourd'hui parce que beaucoup de gens me disent, voilà, comment tu vois le pays, comment tu vois le Cameroun, en l'occurrence, bien sûr. Donc, comment tu vois le Cameroun. Voilà, il y a Chiroma, il y a, n'est-ce pas, Monsieur Paul Biave qui est qui a le contrôle de toutes les institutions, n'est-ce pas, la force, qui a le contre la force brutale contre les Camerounais. Et c'est très intéressant parce que euh, dans ce processus post-électoral, ben, moi je me fais dire, y compris moi, qui me fais dire, ben, il y aura on va tuer des gens, on va les tuer. C'est-à-dire que c'est comme une menace récurrente. On est habitué, on dit, on va tuer des gens, vous allez voir. On va les tuer et ça va être pour nous des morts inutiles. Et vous comprenez comment des gens à chaque fois qu'il y a ce genre d'échéance, se dit on va tuer des gens et ça va être des gens inutiles. C'est exactement comme des gens qu'on est allé prendre à Tchang, à Bafoussam et partout, et qu'on a mis à Kondengui, y compris bien sûr y compris bien sûr ce qu'on a appelé les sécessionnistes. Ils sont pas tous des sécessionnistes. Il y a des gens comme Mancho BBC et beaucoup d'autres qui n'ont pas été pris dans le cadre du sécessionnisme, du séparatisme, mais qui sont à la prison centrale de Kondengui. Avant les Ayuk Tabe qui, voilà, qu'on a extradé de Lagos. Donc, c'est pour dire que, alors cette menace on dit, on va vous tuer. Et quand on dit on va vous tuer, on va vous réprimer et ça va être des morts inutiles, c'est des gens qui pensent qu'ils sont ils sont plus camerounais que d'autres. Ils disent il y a des Camerounais qui ne valent rien, et peut-être sur la base de leurs opinions, peut-être sur la base de leur tribu, mais il y a des gens qui sont convaincus d'autres Camerounais ne valent rien du tout. Et c'est ça, c'était un gros problème à régler. C'est des gens qu'il faudrait absolument, à mon avis, repérer quand même. Repérer pour que le moment venu, qu'on leur explique que un Camerounais n'est pas plus, il n'y a pas un Camerounais qui est plus Camerounais qu'un autre. Donc, ils ont besoin de ce genre de pédagogie. Mais ça me conforte à l'idée que le machin qu'on dit, démocratie, c'est des conneries. On tue plus en démocratie que dans les régimes militaires, on le voit aujourd'hui. Et la question qui m'est revenue, c'est, alors comment tu vois l'avenir? Moi, je vois l'avenir quand je vois le Issa Chiroma, l'hypothèque Chiroma, qui est aussi l'hypothèse Chiroma, je vois que Chiroma, c'est une espèce d'électrochoc dans cette espèce de système qui se complète dans la médiocrité et qui se dit, ben, le Camerounais qui s'oppose à nous, il n'est plus un Camerounais, il est une espèce de chair à canon, vous comprenez? Donc, Chiroma est dans l'électrochoc. Chiroma est une espèce d'obus, une espèce de bombe qui a été lancée dans le système. Mais moi, je vois le Cameroun d'une autre manière. C'est-à-dire que Chiroma a beau jeu, il a bien fait de dire, moi, je suis là pour une transition. Parce que les enjeux en termes d'avenir pour le Cameroun sont très importants. Très importants. C'est-à-dire que il y a M. Biya, mais M. Biya ne doit pas être quelqu'un qui, n'est-ce pas, qui nous empêche, qui nous rend aveugles par rapport aux vrais enjeux que nous voyons depuis, que nous regardons au Sahel, que nous regardons en apprenant tout ce qui est arrivé à nos ancêtres. 4 siècles d'esclavage, en regardant tous ces afro-descendants qui tous nous regardent, et en tout cas qui sont originaires du Cameroun et d'Afrique. Dans cette côte, notre côte, ça s'appelait côte des esclaves. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'afro-descendants qui viennent de chez nous. Côte des esclaves, c'était cette côte que nous partageons aujourd'hui avec le Nigeria. Donc, c'est beaucoup d'enjeux qui dont, par exemple, la monnaie, qui est un très, très gros enjeu. Vous comprenez? C'est pas, il y a des enjeux qui sont tellement importants. Et même si nos intellectuels ne voient pas ça, qui parlent du matin au soir, mais on s'en fout. Les enjeux sont extrêmement importants. Les enjeux qui sont ceux de la libération. La libération. Et les gens disent que si
nous nous complaisons à une situation de continuité avec, n'est-ce pas, la preuve, c'est qu'on appelle la communauté internationale et tout ça. Si nous nous complaisons ça, on va jamais avoir la bénédiction de personne, surtout pas de ceux qui sont devenus aujourd'hui nos ancêtres, vous comprenez? On n'aura rien. Donc, c'est c'est une grosse affaire. Et je prends un petit exemple, je ne veux pas m'étendre sur beaucoup de sujets, je prends un exemple simple. Regardez, aujourd'hui, on a toute une hiérarchie administrative qui est faite de gouverneurs, de préfets, de sous-préfets et d'autres choses. Mais c'est quelque chose, toute cette hiérarchie administrative est le symbole de la dépossession des pouvoirs de nos chefferies traditionnelles, vous comprenez? C'est-à-dire que des chefferies traditionnelles qui, sous ces institutions, qui sont des institutions esclavagistes, et qui sont des institutions coloniales. Il ne faut pas oublier que gouverneurs et préfets, et tout ça, ça a été créé par Napoléon. Napoléon, c'est un esclavagiste. Alors, et ça, c'est des institutions qui ont fait de nos chefs traditionnels des auxiliaires d'administration, c'est-à-dire des employés de la colonisation qui n'ont aucun pouvoir, alors que traditionnellement, c'est les dépositaires de la tradition ancestrale. Alors, donc, ce qui nous revient de faire, c'est de mener le débat qui consiste, il faut pas penser que quand on dit démocratie, et voilà, il y a eu la démocratie à Athènes, mais il faut pas penser, il y a eu un débat. Il faut savoir que les Socrates, ils étaient contre la démocratie, ils étaient pour l'aristocratie. Et donc, il y a un débat qui nous attend, un débat qui a été mené dans beaucoup de pays, heureusement, comme la Chine, qui a été un véritable débat intellectuel. Ils sont arrivés à des solutions, à mon avis, extrêmement perfectionnées en la matière. Donc, on a un travail à faire, pour se créer notre modèle qui va s'inspirer de nous, qui va s'inspirer de ce que nous sommes et qui va également aller récupérer tout ce qu'on a dépossédé au pouvoir traditionnel, au pouvoir ancestral que nous avions. C'est comme ça que je vois l'avenir. Et l'avenir, je la vois comment je vois l'avenir en termes de, pour moi, c'est des jeunes. C'est pas ces gars qui nous reviennent de Paris, Sorbonne, tout un tas de choses. Moi, c'est des jeunes. Comme je vois aujourd'hui au Sahel, j'écoutais récemment Obenga qui a dit, les jeunes comprennent, ils sont les plus avancés pour la compréhension du monde aujourd'hui. Moi, je vois aujourd'hui au Cameroun, c'est des jeunes qui vont récupérer les affaires et qui vont, n'est-ce pas, continuer. Et pour moi, Chiroma, c'est une transition vers vers ce système où des jeunes vont, avec la force de l'âge, vont continuer les choses. Parce que nous, les aînés, nous, les gens d'un certain âge, on a échoué un tout petit peu. Et puis, on aura toujours tendance, si on continue, on aura toujours tendance à négocier avec les mafias. On va dire, non, on va pas trop. Donc, moi, je vois les jeunes. Et au Cameroun, j'ai vu des jeunes. J'ai vu des jeunes capables. Je vais pas citer des noms, mais les jeunes sont capables. Alors, en guise d'épilogue, j'aimerais vous dire de vous rappeler de vous abonner, partager, liker, et j'aimerais vous rappeler mes livres là. Ça c'est Guérandi Mbara, un assassinat franco-africain. Mais j'en profite également pour vous parler évidemment de Poutine, l'homme qui veut libérer l'Afrique. Vous avez tous ces livres, vous allez les trouver sur Amazon. Et là, je vais vous parler également de ce livre qui est très intéressant. L'Afrique s'était résignée à la colonialité. C'est un livre de référence très important écrit par Georges Lane, c'est un sociologue, Georges Boniface Lane, le sociologue de l'Université Laval, qui est un livre très important dans le cadre de la lutte de libération de l'Afrique. Également, en passant, je vous parle de ce livre-là, Les années Biya de Aman Mana. Les années Biya, c'est un livre de référence très important pour qui est un inventaire de toute des années Biya, de toutes les années Biya. Un inventaire assez complet. Alors je voulais revenir un peu je vais apporter un peu de bémol dans ce que j'ai dit. Quand je parle de Chiroma, je suis pas comme, pour dire, essentialiste, quoi. C'est pas de l'essentialisme. Je suis quelqu'un qui a j'allais combattu Chiroma, il faut le dire comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui a combattu Chiroma. Alors, ce qui s'est passé pendant l'élection présidentielle, c'est pas comme un changement de cap, c'est pas un retournement de veste. En fait, je suis comme respectueux à l'égard de
ce que les Camerounais ont décidé de faire de lui. Alors, la tentation de beaucoup de mes amis est de dire que Chiroma n'est pas l'homme de la situation, Chiroma n'est pas, voilà, Chiroma sort du gouvernement et tout est quanti. Et la tentation est également de se mettre à reprocher, à ceux qui l'ont voté, qui savaient tout ça et puis qui ont décidé de le voter de manière instinctive, alors de leur qu'il ne fallait pas le voter, il y avait des bons candidats, il y avait des bons candidats. Donc, vous savez, et moi, je suis, en tant que journaliste, je suis comme, je suis toujours prêt à rentrer dans mon rôle de spectateur. C'est-à-dire que je me dis, quand j'ai vu le phénomène Chiroma, je me dis, waouh, mais personne n'a vu venir parce que moi je suis de ceux qui pensent que il est allé faire valider d'abord sa candidature chez l'ambassadeur de France, faire valider parce que c'est ce qu'il faut dire. Et s'il est allé faire valider, c'est parce qu'il sait quels sont les rapports de l'ambassadeur de France avec le pays et avec le chef de l'État. Vous voyez, donc, moi, j'étais un peu dubitatif, mais à la fin, ce que les Camerounais ont fait, je suis comme resté. Et je suis resté spectateur à un point où je suis convaincu que Chiroma va jouer un rôle. Il va pas jouer un rôle en tant que son programme, c'est pas par rapport à son programme, c'est par rapport à ce que l'histoire a décidé de faire de lui, c'est une espèce d'électrochoc dans le système, contre le système. Moi, parce que moi, mon point de vue est ailleurs, c'est-à-dire que je ne me projette pas je sais pas, aux années de transition, parce que c'est le mot que j'ai utilisé, je me projette pas dans les années de transition promises par Chiroma, je me projette dans la destination finale que, comme j'ai dit, qui va être un régime complètement refondu, complètement, n'est-ce pas, qu'on va refaire. C'est-à-dire, j'utilise un terme utilisé par Guérandi Mbara dans son livre, c'est-à-dire que la refondation totale qui, pour moi, ne peut être faite que par des jeunes, que par des jeunes. Et ce n'est pas Chiroma, c'est le système va sécréter ces gens, ça va pas venir de Chiroma, parce que pour reprendre un de mes amis, le politologue à l'université d'Ottawa, qui va se reconnaître. Donc, j'ai la conviction que les changements ne viendront jamais des hommes politiques. Comme mon ami politologue m'a dit que la vocation d'un homme politique n'est pas de faire la révolution, n'est pas de changer fondamentalement les choses, vous comprenez. Même il y a eu une révolution tranquille au Québec, et elle était très particulière parce que ça a été fait parce que tous les politiciens se sont mis ensemble. Tous les politiciens se sont mis ensemble. Mais la vocation première d'un homme politique n'est pas de faire, n'est-ce pas, la révolution, parce que les politologues nous l'ont appris. Un homme politique est là pour conquérir le pouvoir, l'exercer et chercher à le confisquer. Donc, il y a une équation trop personnelle dans l'homme politique. C'est trop personnel. Alors, voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. J'espère que ça a permis de clarifier un peu ma position par rapport à cette affaire. Allez, ciao!